Bonjour à tous et bienvenue sur l'heure du mystère. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui me glace encore le sang. Une histoire qui m'est réellement arrivée et qui a ébranlé toutes mes certitudes. Croyez-vous aux fantômes ? Dans ma famille, nous avons toujours été les plus grands sceptiques qui soient. Mais ce qui s'est passé ce jour-là, je ne peux toujours pas l'expliquer. Alors, installez-vous confortablement et restez bien jusqu'à la fin, car les détails de cette histoire vont vous faire frissonner. L'autre jour, je suis descendue à la cuisine et mon frère était là. J'ai pris une bouteille d'eau et, sans trop savoir pourquoi, je lui ai demandé s'il croyait aux fantômes. Il a secoué la tête, mais il m'a tout de même raconté une anecdote qui, selon lui, pourrait sembler paranormale. C'est là que je l'ai regardé droit dans les yeux et que j'ai demandé « Est-ce que tu as déjà essayé de me faire peur quand je rentrais de l'école ?» Je comptais lui poser cette question pour pouvoir enchaîner avec ma propre histoire. Bizarrement, sa réponse m'a en quelque sorte apaisé, et j'allais laisser tomber, pensant que ça mettait un point final à tout ça. Mais il a continué. « La seule chose que j'ai faite, c'est de te tirer dessus avec une fléchette de pistolet Nerf pendant que tu étais sur l'ordinateur. J'aurais tellement préféré qu'ils ne disent jamais ça. Ce n'était pas du tout ce qui m'était arrivé quand j'étais en 5e. Je me souviens bien de cette histoire de pistolet Nerf, mais c'était un jeu d'enfant comparé à ce que j'allais lui raconter. Je lui ai donc raconté cette histoire. Ça s'est passé au collège, j'étais en classe de 5e juste après la rentrée. Ce jour-là, en rentrant des cours, je suis allé directement dans ma chambre, je me suis assis sur mon lit et j'ai mis mes écouteurs pour regarder des vidéos sur YouTube. Ma mère m'avait appelé pour me prévenir que mon frère allait bientôt partir chez un ami. Mes parents travaillaient tard tous les deux, ce qui voulait dire que j'allais être seule à la maison. Quand j'étais seule, j'étais une enfant très silencieuse. J'avais toujours cette peur irrationnelle que quelqu'un d'autre soit dans la maison. Je me disais que si je ne faisais pas de bruit, on ne pourrait pas me trouver, n'est-ce pas ? Qui aurait cru que ce pressentiment aurait pu être vrai ? J'ai mis ma vidéo YouTube en pause et je suis allée aux toilettes. Notre maison a une configuration assez étrange. Je vais essayer de vous décrire les parties importantes pour l'histoire. En sortant de la salle de bain, si vous tourniez à gauche, la chambre de mon frère se trouvait sur votre droite, au bout d'un court couloir. Si vous alliez à droite, vous tombiez sur l'escalier qui descendait, avec un palier au milieu. Il fallait ensuite continuer dans la même direction pour atteindre le rez-de-chaussée. L'escalier menait à notre entrée principale. Nous avions aussi une alarme. Si une porte ou une fenêtre s'ouvrait, un boîtier annonçait immédiatement quelle ouverture avait été utilisée. J'étais donc dans les toilettes, sur le point de tirer la chasse, quand j'ai entendu un bruit sourd et lourd venant de la chambre de mon frère. J'ai supposé qu'il s'apprêtait à partir chez son ami, alors j'ai tiré la chasse et je me suis levée pour me laver les mains. Mais après ça, plus un bruit. La maison était complètement silencieuse, mais j'avais cette sensation horrible d'être écoutée. J'ai coupé l'eau du robinet et je me suis approchée de la porte pour la fermer à clé. Quelque chose n'allait pas. Mon ventre a commencé à se nouer à cause de la peur. Je me suis dit que j'étais juste paranoïaque, mais je n'arrivais pas à me défaire de ce mauvais pressentiment. J'ai attendu, espérant un autre bruit. Je n'avais pas mon portable sur moi, donc impossible d'envoyer un message à mon frère. Il y avait bien un téléphone fixe dans la maison, mais les touches faisaient un bruit monstre quand on composait un numéro. Je ne voulais pas prendre ce risque. C'est alors que j'ai entendu quelqu'un parler. Ça venait sans aucun doute de la chambre de mon frère, mais ce n'était pas sa voix, et ça ne pouvait pas être celle de mon père. C'était un murmure grave, profond. Ça m'a donné des frissons dans tout le dos. Je savais que c'était une voix, car je pouvais distinguer des sons comme S ou T, mais je ne comprenais absolument rien à ce qui était dit. Puis, un bruit de pas lents et lourds a commencé, et il se rapprochait de moi. Il est sorti de la chambre de mon frère et s'est dirigé droit vers la porte de la salle de bain. Le bruit s'est arrêté net, juste de l'autre côté. Je me suis jeté en arrière, loin de la porte, près de la fenêtre, en me disant que si la chose entrait en force, je pourrais peut-être m'échapper. Je ne pouvais pas me battre. J'étais une gamine de 5e sans aucune force. C'était hors de question. J'ai plaqué ma main sur ma bouche pour étouffer le bruit de ma respiration au cas où la personne ne saurait pas que j'étais là. Les pas ont repris.
Je pouvais les entendre se diriger vers l'escalier, puis s'arrêter. J'ai entendu un grand fracas qui venait de ce que je pense être le palier au milieu des marches, puis un autre en bas. Les murmures ont cessé, puis les pas lourds se sont dirigés vers la porte d'entrée. Je l'ai entendu s'ouvrir, puis se refermer, et l'alarme a retenti, confirmant son ouverture. Je ne savais pas si le danger était écarté ou non. Je me suis approché doucement de la porte de la salle de bain, posant ma main sur la poignée, tout en gardant l'autre sur ma bouche. Juste à ma gauche, près du sol, il y a une trappe pour le linge sale qui mène directement à notre buanderie. Pour aller de l'entrée principale à la buanderie, il faut bien plus de 30 secondes. Mais à peine 10 secondes après que la porte d'entrée se soit refermée, des coups violents et frénétiques ont retenti sur la petite porte de cette trappe. Je suis resté là, pétrifié, ne sachant pas quoi faire. C'était comme si quelqu'un utilisait le bout d'un balai et le frappait de bas en haut contre la porte. Je regardais la petite trappe en bois vibrer sous les coups, en priant pour qu'elle ne cède pas. Et puis, tout s'est arrêté. J'ai attendu dans la salle de bain ce qui m'a semblé une éternité, puis je me suis glissé discrètement dans ma chambre pour appeler mes parents. Personne n'a décroché. J'ai donc attendu leur retour, en tenant fermement la poignée de ma porte pour m'assurer que personne ne puisse entrer, vu que je n'avais pas de verrou. Quand mes parents sont enfin rentrés, ils ne m'ont pas cru. Peu après, mon frère est arrivé et lui aussi a douté de moi. Mais quand je lui ai tout raconté, il est resté bouche bée. Il m'a alors avoué qu'il entendait, lui aussi, des bruits étranges venant du grenier, dont la trappe donnait justement sur sa chambre. Honnêtement, je n'oublierai jamais ce jour. Mon frère et moi n'arrivons toujours pas à comprendre qui ou quoi c'était, et j'essaie de ne pas trop y penser non plus. Je ne sais toujours pas exactement ce qui s'est passé, et je ne le saurai peut-être jamais, mais une partie de moi voudrait tellement savoir. Je m'appelle Élise. À l'époque, j'avais 16 ans et je vivais avec ma mère dans un appartement miteux dans un HLM d'une banlieue parisienne. Vivre là-bas, c'était toute une expérience. Et pas vraiment une bonne. Toujours des personnages louches qui traînaient, la peur au ventre en marchant seul la nuit, un appartement minuscule et des voisins glauques. Et quand je dis glauque, je pèse mes mots. Notre appartement était l'avant-dernier d'un long couloir au 7e étage. Et notre voisin, celui du dernier appartement, semblait passer ses journées assis sur le rebord de la fenêtre, juste devant sa porte. Il ne manquait jamais de me fixer du regard quand je rentrais, même lorsque ma mère était avec moi. Elle me disait toujours de me tenir à l'écart de cet homme. Nous n'avons jamais su son nom. C'était un homme noir, la soixantaine, presque chauve à l'exception de quelques cheveux gris. Et il avait toujours la même expression vide sur le visage quand il me regardait. Puis, un jour, ça a commencé. Chaque fois que je le croisais dans le couloir, il me disait bonjour, mais il m'appelait par mon prénom. Ce qui rendait la chose encore plus effrayante, c'est que je n'avais aucune idée de comment il le connaissait, mais je n'ai jamais osé lui demander. Un soir, ma mère travaillait de nuit. J'allais donc être seule toute la nuit. Je suis rentrée vers 21h et le voisin était là, comme d'habitude, assis sur ce rebord de fenêtre, comme s'il n'avait rien d'autre à faire de sa vie. Au moment où je déverrouillais la porte, cette fois, au lieu de me dire bonjour, il m'a demandé si ma mère travaillait ce soir. Et c'est là que, quand j'y repense, je grince des dents devant ma propre stupidité, car j'ai bêtement hoché la tête pour dire oui. Il n'a rien dit de plus, il a juste hoché lentement la tête en retour. Je n'ai rien dit non plus. Je suis simplement entrée et j'ai refermé la porte. J'en avais assez de son attitude flippante pour la soirée. En rentrant, j'ai fait ma petite routine. Je me suis rafraîchie, j'ai grignoté un truc, lancé une machine et pris une douche. Et c'est pendant que j'étais sous la douche que j'ai entendu un étrange grondement sourd. C'était un bruit assez inquiétant, mais impossible de déterminer d'où ça pouvait venir. J'ai coupé l'eau et je suis sortie, craignant que quelqu'un ne se soit introduit dans l'appartement. J'ai entendu un bruit similaire à l'extérieur de la salle de bain, ça semblait venir de ma chambre. J'ai enfilé les vêtements que j'avais pris avec moi et j'ai fouillé ma chambre de fond en comble. Personne. Mais en cherchant, j'ai remarqué un trou minuscule dans le mur. Je me suis approché pour le regarder de plus près. Je me suis agenouillé pour regarder à travers, et ce que j'ai vu de l'autre côté m'a fait tomber à la renverse, tétanisé par la peur. C'était un œil, l'œil de quelqu'un
quelqu'un était en train de regarder à travers ce trou de l'autre côté. Et j'ai compris que ce mur séparait notre appartement de celui de mon horrible voisin. Puis j'ai eu une prise de conscience soudaine sur l'origine du bruit que j'avais entendu. J'ai couru jusqu'à la douche et j'ai palpé le mur jusqu'à trouver un autre trou de la même taille que celui de ma chambre. Le voisin avait percé ces 2 trous et peut-être d'autres pour m'épier. J'ai appelé ma mère pour tout lui raconter, et pendant que j'étais au téléphone avec elle, on a frappé à la porte de l'appartement. C'était le voisin. Il n'arrêtait pas de hurler « Ouvrez cette porte tout de suite! Ce n'est pas moi qui ai fait ces trous !» Ma mère, paniquée, m'a dit d'appeler la police et qu'elle rentrait le plus vite possible. Une chose est sûre, dans ce genre de quartier, la police ne met pas longtemps à arriver. Ils étaient à ma porte en moins de 5 minutes. Ma mère est arrivée une demi-heure plus tard. Elle a porté plainte pour harcèlement, atteinte à la vie privée et dégradation de biens. L'immeuble a également expulsé cet homme et a rebouché les trous à ses frais. Je n'oublierai jamais cette fois où mon ami Hugo et moi sommes allés camper. Hugo est un scout aguerri et un amoureux de la nature. Il part toujours en expédition. Une fois, j'ai décidé de l'accompagner pour voir ce que c'était. Il y est allé avec sa copine de l'époque, Maya. J'ai reçu une invitation de dernière minute. Nous avons fait du covoiturage et sommes arrivés à destination 3 heures plus tard. Hugo est contre l'idée d'aller dans les campings. Pour lui, ça gâche la véritable expérience, d'être entouré par d'autres gens. Alors, il nous a emmenés sur un chemin de terre perdu, au bout d'une route morte qu'il semblait être le seul à connaître. Il a conduit son 4x4 sur cette piste en terre pendant plusieurs minutes à travers les bois, jusqu'à ce qu'il trouve un endroit qui lui convenait. Puis, il a mis le véhicule au point mort. L'endroit était si anodin que je n'ai même pas réalisé tout de suite que nous allions nous installer là. Hugo a commencé à vider le coffre. Nous avions apporté le nécessaire. Tente, sac de couchage, de la nourriture, du papier toilette et une trousse de premier secours. Hugo a dit qu'en général, il voyageait beaucoup plus léger, mais qu'il voulait nous faciliter la tâche, à Léa et à moi. Quoi que ça puisse vouloir dire. Une fois qu'on a trouvé un bon emplacement, Hugo nous a réparti les missions. Monter une tente, ça, je savais faire. Alors il m'a chargé de monter les 2 tentes. Léa a resté avec moi, m'aidant un peu, tout en déballant une partie du matériel. Hugo, lui, est parti à la recherche de bois sec pour le feu. Il revenait de temps en temps avec quelques branches sous le bras. La nuit est tombée plus vite que prévu. Heureusement, Hugo avait ramassé assez de bois pour allumer un beau feu et les tentes étaient montées. Nous nous sommes assis près des flammes, buvant quelques bières et nous remémorons de vieux souvenirs, des histoires dont Léa ne faisait pas partie pour la plupart. J'imagine qu'elle a fini par en avoir assez d'entendre leurs récits d'ivrognes un peu insensés, car elle est allée se coucher dans sa tente avant nous. Hugo et moi sommes donc restés éveillés un peu plus longtemps, en parlant plus bas et en riant moins fort, par respect pour elle. J'ai fini ma dernière bière et je commençais enfin à sentir l'alcool monter. On a discuté encore un peu quand, soudain, Hugo m'a fait signe de me taire avec un « chut » et d'écouter. Je l'ai entendu aussi, des pas, au loin, au-delà de la zone éclairée par le feu. Hugo m'a tout de suite rassuré, me disant que c'était probablement un cerf. Quand je lui ai demandé, un peu naïvement, « Et si c'est un ours ?» il m'a certifié qu'un ours ne s'approcherait jamais d'un feu de camp ou du bruit des gens. Je lui ai demandé s'il en était sûr. Il n'a pas répondu. Les bruits de pas semblaient tourner en rond, devenant de plus en plus forts à chaque minute qui passait. Quand ils se sont assez rapprochés, nous avons commencé à entendre un son dérangeant. C'était comme une sorte de cliquetis mêlé à un grognement. « C'est un loup ?» j'ai chuchoté. Hugo n'a rien dit. Il m'a juste fait signe de rentrer dans la tente. J'ai obéi sans discuter. Je me suis glissé dans la tente que j'avais montée pour moi, et je crois qu'Hugo est entré dans celle que j'avais installée pour lui et Léa. Le cliquetis dehors devenait de plus en plus clair, et il était de plus en plus évident que ce n'était pas le bruit d'un loup, ni d'un ours, ni d'aucun animal que je pouvais imaginer. Ça ne semblait même pas venir de cette planète. La lumière du feu projetait une lueur sinistre sur les parois des tentes, et j'ai dû couvrir ma bouche pour ne pas hurler quand j'ai vu l'ombre sur la toile, une chose horrible, immense, bipède, qui passait devant ma tente. Ses pas n'étaient si lents, mais si lourds.
l'ombre s'est éloignée de ma tente pour se diriger vers celle d'Hugo et Léa. La chose suivante dont je me souviens, après avoir attendu dans une terreur absolue, c'est le cri de Léa. Elle a hurlé comme si quelque chose était sur le point de la tuer. Je ne savais pas ce qui se passait, mais j'ai entendu Hugo crier dehors « Fuyez, courez, encore et encore !» Je les ai entendus se précipiter au dehors, alors je suis sorti en trombe et je les ai suivis. Nous avons couru dans le noir le plus complet, sans lampe de poche, sans rien, et pourtant nous savions que quelque chose nous poursuivait. Des pas nous suivaient de près, juste derrière moi, car j'étais le dernier. Par miracle, Hugo a réussi à nous guider jusqu'à la voiture. Sans un regard en arrière, nous avons tous sauté à nos places respectives et Hugo a démarré en trombe sur le chemin de terre. Il a conduit comme un fou pendant une trentaine de secondes avant de tomber sur une impasse, un cul-de-sac. Il devait maintenant réussir à faire demi-tour avec le 4x4 dans cette forêt sombre, non loin de l'endroit où nous venions d'être pourchassés. Je l'ai supplié d'éteindre les phares pour que la créature ne nous voie pas. Mais il a insisté, il en avait besoin pour ne pas percuter d'arbres en manœuvrant. Il passait de la marche avant à la marche arrière, encore et encore. Pendant ce temps, assise à l'arrière, je me rongeais les ongles et je serrais les dents, scrutant les bois autour de nous, terrifié à l'idée de revoir cette chose de notre campement. Finalement, après ce qui a semblé être une éternité, Luc a réussi à faire complètement demi-tour avec le camion. Il a aussitôt appuyé à fond sur l'accélérateur pour nous arracher de cette forêt maudite. Nous avons tout abandonné sur place, notre matériel de camping, tout. Il y en avait pour plusieurs centaines d'euros, mais il était hors de question, absolument hors de question, que nous y remettions un jour les pieds. Vous vous demandez ce qui a fait hurler Léa? C'était une respiration rauque et puissante juste à l'extérieur, et une force qui poussait contre la toile de leur tente comme si elle cherchait à la déchiqueter pour entrer. Encore aujourd'hui, Luc jure qu'il n'a jamais rien vu ni entendu de semblable de toute sa vie. Il n'a toujours aucune idée de ce que c'était, mais une chose est sûre, cette chose se déplaçait sur 2 jambes. Et là, je vous entends déjà demander, mais comment pouvez-vous être sûr que ce n'était pas un être humain? La réponse est simple, à cause de sa taille, de sa masse et des sons qu'elle émettait. Rien d'humain là-dedans, je vous le garantis. Je crois que tout le monde vit, au moins une fois dans sa vie, une expérience terrifiante et absolument inexplicable. Eh bien, pour nous, c'était celle-là. Et voilà, c'est la fin de notre histoire de ce soir. Qu'auriez-vous fait à notre place? Pensez-vous qu'il s'agissait d'un animal inconnu ou de quelque chose de plus surnaturel? Venez nous le dire dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos théories. Si cette histoire vous a donné des frissons, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour nous soutenir, ça nous aide énormément. Partagez la vidéo avec vos amis qui aiment avoir peur et surtout, abonnez-vous à l'heure du mystère et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations dans l'inconnu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. D'ici là, faites de beaux rêves si vous le pouvez.